À nouveau, bonjour, bienvenue à tous ceux que je n'ai pas encore rencontrés depuis ce matin. Bienvenue au congrès Cities to Be, le congrès des solutions pour réussir la construction, les bâtiments et la ville durable. C'est aussi le congrès qui commence à l'heure, à chaque fois, dans les super timings. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, on en a déjà notre deuxième journée. Il y a donc une grande majorité parmi vous qui étaient déjà là hier. Personnellement, je sens qu'hier, il y avait une effervescence. J'ai l'impression que l'atmosphère a un peu changé. Surtout, ce qui m'a frappé, c'est dans vos échanges de regards à travers les ateliers ou à travers la pause, le before work ce matin. Nous étions une trentaine ce matin avec un coach sophrologue, Véronique Ponce, à nous faire du bien. C'est des choses dont entre guillemets, on était étonnés de voir ça dans les années 80 au Japon. Et non, ça commence à venir, se dire, voilà, comme disait Marika Freinet de Wigwam Conseil, le cabinet, de rentrer en soi, d'être vraiment présent. Eh bien, je sens qu'à travers vos regards, ce qui a changé, c'est encore plus de confiance entre vous et en vous. La confiance du pouvoir que vous avez individuellement et le pouvoir collectif. Vous avez participé, donc la plupart d'entre vous, à 2 ateliers. Et il y a un atelier, parmi d'autres, qui s'intitule « Dans quelle mesure, comment la créativité peut-elle nous ouvrir des voies nouvelles pour la transition écologique ?» Eh bien, il y a une quarantaine de personnes qui ont participé, qui se sont nourries de ce que disait l'expert Véronique Ponce, et ils se sont mis en pratique, ils ont fait œuvre de créativité. Et ce qu'ils vous proposent, eh bien, c'est en manière de restitution, parce qu'on leur a dit comment vous avez ressenti la journée et demie que vous avez déjà passée ensemble. Voilà. Eh bien, en manière de restitution de l'ambiance, eh bien, ils ont créé des poèmes, des haïkus, japonais justement. Et bien, en termes de quelles sont les voies nouvelles pour la transition écologique, bien, je vous propose d'écouter leur voix. À l'aube de l'automne, une envie de sobriété. Tous ensemble, osons! Derrière l'arc-en-ciel jaillit la pluie d'idées. L'enfant s'émerveille. Au bord du précipice, en sautant dans la cascade, la vie rejaillit. À l'aube printanière, la pulsation de la ruche s'éveille sous le regard du vent. Les racines solides, liberté ruisselante, les abeilles s'activent. À l'aube du grand saut, dans une explosion de vie, l'onde se propage. Cocon de l'automne, les grands espaces soufflés préparent l'éclosion. Pas à pas, tu grimpes. La montagne est haute. À l'horizon, la mer des possibles. La roue tourne. Tout s'accélère. As-tu des sparadraps ? Merci de nous avoir régalés de ces poèmes. Sans commentaire, je laisse bien sûr infuser. Ceux qui nous rejoignent là maintenant, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait hier ? C'est formidable, tout ce devenir. Cette plénière s'intitule et est autour de l'argent, les moyens, monnaie, pour que chacun des projets trouve leur financement. Eh bien, je vais appeler
nos deux présidents de NovaBuild et d'Alliance HQE-GBC, les deux co-organisateurs, excusez-moi, de ce Cities to Be, pour qu'ils nous expliquent le sens. Pourquoi ont-ils choisi de faire de cette troisième plénière quelque chose autour de l'ingénierie financière? J'appelle Philippe Vandemal et Laurent Rosset. Alors je tiens à dire, Laurent et Philippe, c'est eux qui choisissent leur musique de montée de scène. Hein. Ah d'ailleurs, attendez, j'ai un petit jeu, vous êtes prêts pour un petit jeu? Allez, alors, question pour un champion. Donc c'est un tube planétaire, Monet, Pink Floyd. Hein. Attention, de quand date cette chanson? 72. Bravo, Laurent. Alors, pour être plus précis, elle a été enregistrée en 72, elle est sortie en 73. Au-delà du jeu, pourquoi je me permets, au-delà du gimmick, pourquoi je mets en évidence cette date, c'est qu'on le sait tous, en 73, c'était le premier choc pétrolier. Les artistes ont toujours une longueur d'avance. Alors pourquoi parler de money sur cette troisième plénière? Oui, voilà, on a voulu aborder avec Philippe la question du financement parce que pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il nous semble aujourd'hui que l'analyse purement financière des comptes d'exploitation des entreprises est sacrément erronée, notamment parce qu'on vit dans un monde fini et à crédit. Et quand on regarde le monde de la finance, moi j'en suis pas un spécialiste, mais j'ai un peu regardé ça, il se passe des choses assez étonnantes. Depuis 2 ans, depuis 2017, les ensembles des obligations monde, actions monde, qui sont considérées ISR, investissement socialement responsable, surperforme de 2% par rapport à l'économie traditionnelle. Si vous voulez en savoir un peu plus d'ailleurs, je vous invite à aller sur Google, vous faites monnaie, NovaBuild. Alors si vous faites monnaie, ABBA, en fait vous tombez sur le tube de 76 qui se faisait money, always sunny, in a rich man world. Et ça, quand on reprend ces paroles, on se dit, c'était... Oh, ouais, oui, non, bah oui. Et en fait, c'était une interrogation, ce Always Sunny ou Always Funny. Quand vous regardez les paroles, c'était est-ce que c'est toujours avec l'argent qu'on fera un monde meilleur? Donc c'est assez étonnant de relire ces paroles. Donc faites avec NovaBuild, vous verrez plus de précision sur ce chiffre. Un deuxième chiffre que je voudrais vous donner très rapidement, c'est le G20. Hein. Le G20 a monté une équipe de chercheurs, de spécialistes de la finance, depuis 2015, depuis la COP 21, qui s'appelle la TCFD, Task Force on Climate Disclosure. En fait, derrière ça, le patron, c'est Michael Bloomberg, qui a été c'est pas un rigolo, hein, c'est l'ancien maire de New York. En fait, le G20 considère que les entreprises aujourd'hui sous-estiment les risques climatiques et ne l'intègrent pas dans leur bilan. Et donc le G20 souhaite une vraie transparence. Et la deuxième raison, et j'aurai fini, c'est qu'on considère aujourd'hui que, bien entendu, les citoyens que nous sommes, je pense que vous êtes aussi des engagés, on fait des efforts. On fait des efforts pour essayer de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, notamment. Et le malheur dans tout ça, c'est que le mouvement est brownien, c'est-à-dire désordonné. Certaines familles font des efforts sur le logement, elles isolent leurs combles, d'autres sur l'alimentation, d'autres sur le loisir, d'autres sur leurs importations de produits manufacturés. Mais au global, les efforts consentis par chacun ne sont pas assez forts par rapport aux enjeux qu'il y a devant nous. Le deuxième élément, c'est que le monde politique, très cher Mathieu, vous le savez mieux que moi, Mathieu Orphelin qui nous a rejoint, a bien du mal aujourd'hui à imposer un financement vert. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est pas très vendeur électoralement aujourd'hui, on le voit bien avec les événements qu'on a eus, et la France, notamment, sous-investit 20 milliards par an de ce qu'elle devrait faire pour rester dans la COP 21. Ce chiffre de 20 milliards, on peut le comparer, pour donner des notions, à la moitié du budget de la défense, ça donne une notion, et aussi aux 20 milliards d'euros que les Français ont mis sur les plans d'épargne retraite sans se poser aucune question. Alors pareil, je vous invite à aller voir les éditos pour comprendre ces chiffres, mais personne ne sait que 1 euro placé personnel sur des comptes dans des banques sans se préoccuper où ils vont, c'est 200 grammes d'émissions de CO2 par an. Alors faites le calcul, vous verrez, si vous avez 10 euros de placé, ça fait 2 kilos. 200 grammes, c'est ce que fait une voiture quand elle fait 1 kilomètre. Donc aujourd'hui, si on parlait des engagements avec le ballon hier, ceux qui n'étaient pas là ont lancé un ballon, les engagements,
Ceux qui ont un tout petit peu d'argent de côté, regardez où est-ce que vous le placez. Ça va faire bouger les lignes. Voilà. Ça, c'est les deux raisons. Et donc, on pense que c'est les entreprises, le vrai bras de levier. Le vrai bras de levier pour faire bouger les choses, ça va être les entreprises qui ont compris qu'elles doivent changer leur modèle. Et l'objectif de cette plénière, c'est aussi de se dire il faut absolument qu'on réunisse ces deux mondes qui sont sur le même trend, c'est-à-dire les financeurs ont compris qu'il fallait changer de modèle, parce que ça rapporte moins l'ancien modèle. Et les entreprises qui ont envie de changer de modèle, il faut qu'elles trouvent les bons financeurs. Voilà les raisons. Merci Laurent. Philippe Vandemal, président de Alliance HQE GBC, dans quelle mesure le budget et la finance sont au cœur du jeu pour réussir ? Et c'est évident, l'argent est nécessaire, c'est essentiel à tout ce qu'on veut faire. Et je crois que c'est un enjeu très fort. On a parlé effectivement du financement vert, que ce soit des green bonds, de l'investissement responsable, etc. Il y a aussi les problèmes d'assurance. L'assurance est en train d'avoir une évolution de son activité assez forte. Je crois qu'il y a on identifie 430 000 sinistres en France qui sont dus aux catastrophes naturelles ou climatiques. C'est peut-être 2 milliards d'euros qui sont concernés et on attend à ce que ces chiffres-là doublent dans les 10-15 prochaines années. Donc on est vraiment là dans le modèle économique des assurances aussi qui est concerné. Je crois que c'est important. Alors je voulais vous montrer deux petits chiffres. C'est tiré d'un rapport de I4C, c'est l'Institute for Climate Economics, qui est une initiative conjointe de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence française de développement. Ça, c'est les investissements, tout cumulés, ménages, entreprises, collectivités publiques, qui sont faits dans le cadre de l'investissement vert, je dirais, je les appelle comme ça. On voit une légère progression, c'est quand même pas gigantesque. La partie bâtiment est plutôt sur la partie efficacité énergétique. Il y a des infrastructures et l'énergie renouvelable, mais on est dans cette dynamique-là qui est quand même en croissance. Néanmoins, les estimations, et Laurent le disait à l'instant, vous avez là ce que le I4C estime comme nécessaire pour faire les investissements correspondants dans les années à venir. La partie logement, alors je suis obligé de retourner, la partie rénovation logement, vous le voyez, on est quand même très en dessous de ce qui est nécessaire de faire, très en dessous. Et en parallèle de ça, donc on estime grosso modo avec 41 milliards d'euros par an, on estime, tu disais 20 millions, mais on estime entre 55 et 85 milliards par an qui seraient nécessaires pour tenir d'investissement, pour tenir les engagements de la COP 21. La répartition de ces 41 milliards, c'est grosso modo 40%, c'est des ménages qui investissent, 30% c'est les entreprises et 30% c'est les collectivités publiques. On est là face à un vrai enjeu. Si on veut vraiment tenir nos engagements, il y a quand même énormément d'investissements à faire, surtout qu'en parallèle, je reprends le chiffre exact, il y a 73 milliards d'euros par an qui sont investis dans les énergies fossiles. Donc on est vraiment sur vraiment une prise de conscience, et c'est pour ça que monnaie, il faut aussi que ceux qui ont l'argent et qui le placent aient conscience aussi de ça. Il faut que tout le monde change, il a dit, aussi bien au niveau individuel que de secteur d'activité et que le monde politique. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Puis des fois, donc je pense qu'il y a vraiment un plan d'investissement, un plan Marshall probablement, pour l'investissement dans les énergies, dans tout ce qui est lié aux investissements responsables. Et on peut se poser quand même la question, c'est vrai, une dette, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, n'est pas mieux qu'un monde qui s'effondre. Voilà ce qu'on voulait dire pour cette table ronde. Merci. Je m'inscris totalement dans les propos de Philippe, et puis je compléterai en disant une chose très simple. Nous sommes la plupart ici des entrepreneurs. L'investissement responsable des entreprises va couler de source, va aller de soi. Parce que le fondement d'une entreprise, c'est sa pérennité. Si on intègre tous l'idée que des risques devant nous, je pense au risque de pénurie de matériaux, de matières dans nos métiers. Je pense aussi au risque de désaffection des produits ou des services qu'on livre. Et il est certain qu'avec le dérèglement climatique, les exigences vont être de plus en plus fortes. Nos donneurs d'ordre risquent d'être en désaffection par rapport à ce qu'on propose. Et encore pire, le risque de désaffection, de désintérêt des hauts potentiels des jeunes qu'on doit recruter. Si vous avez des enfants, si vous avez des jeunes dans vos entreprises, vous verrez que leur donner du sens par rapport à cet engagement est fondamental. Si vous cumulez ces trois risques, on est certain que les entreprises vont aller vers une forme de capitalisme durable. Parce que c'est leur pérennité qu'elles vont chercher. Et c'est pour ça que réunir ces deux mondes qui ne se parlent pas assez,
l'investissement responsable, les entreprises responsables, voilà la clé sûrement pour faire bouger les lignes. Merci à tous. Merci de nous avoir fait partager vos convictions. Laurent Rosset et Philippe Vandemal, autant de sujets que je vais livrer en pâture, si je peux me permettre, à nos intervenants qui vont participer à la table ronde. J'appelle sur scène Mathieu Orphelin, Étienne Denoy, Franck Ovorka et Fabrice Bonifay. Merci de prendre sur votre temps pour participer à cette table ronde. Alors, je vais vous présenter. Enfin, vous avez compris, l'enjeu, c'est qu'il manque, il y a un gap énorme, là. J'entends parler d'une valse des milliards. Donc, le principe de cette table ronde, je le dis tout de suite, c'est pas tant, mesdames et messieurs, faites vos poches pour donner de l'argent, quoique. C'est un brainstorming. C'est un brainstorming qu'on va faire tous ensemble. Ça tombe bien, puisque nous avons le législateur, un représentant de la législation, la création des lois avec Mathieu Orphelin. Nous avons un représentant du monde capitalistique. Dans quelle mesure le capitalisme peut-il devenir durable? L'entreprise Bouygues, Fabrice Bonifay, vous en êtes d'ailleurs le responsable développement durable, pardon. On me dirait peut-être la différence. Franck Ovorka, qui représente à lui tout seul l'ensemble de la promotion immobilière, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers. Et Ella Étienne Denoy, qui est un cabinet Green Solus, que vous connaissez à mon avis, et qui s'occupe justement de faire à la fois l'ingénierie technique, comme on l'entend, mais aussi va jusqu'au bout, de façon presque globale, holistique, des projets, donc l'ingénierie financière également. C'est ça, ce qui est important, c'est pas seulement ouvrir des solutions techniques, mais également comment on peut les mettre en œuvre et avoir les ressources nécessaires auprès des collectivités. Donc, à tour de rôle, vous prendrez la parole sur les différents sujets qui ont été, là, comme ça, mis en vigilance par nos deux présidents. Alors, je vais commencer tout de suite par vous, Mathieu Orphelin, dans la mesure où vous êtes quelque part un peu le grand témoin de cette table ronde, donc je vous laisse intervenir, bien sûr, au début, au fil de la table ronde, puis après à la fin avec une petite conclusion. Alors, je vais aller vous chercher tout de suite sur quoi les présidents sont venus vous chercher. Hein. C'est dire, il faudrait voter aujourd'hui des lois qui n'auraient pas forcément la faveur du public. Et puis il y a un montant considérable d'argent qui est nécessaire, alors qu'on continue à investir fortement sur l'ancienne économie. Quelle est votre réaction, monsieur le député ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça fait tellement plaisir de voir autant de visages connus que je n'avais pas croisés pour certains d'entre eux depuis longtemps, les anciens collègues et tous les gens avec qui on avait travaillé. Oui, c'est beaucoup d'argent. Enfin, c'est une vraie question, d'ailleurs. Philippe Vandemal l'a redit. Il manque 25 milliards d'euros par an d'investissement public et privé dans la transition écologique, et le secteur du bâtiment durable représente à peu près la moitié de cette somme. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas beaucoup? Parce qu'effectivement, dès qu'on compte en milliards d'euros, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est. C'est pas tant le montant que comment le trouver. Oui, comment le trouver? Mais déjà, le montant, est-ce que c'est beaucoup? Pas sûr. Si on compare effectivement aux investissements dans les secteurs nocifs à la transition écologique, plus de 70 milliards d'euros, oui. On se dit finalement il suffirait de basculer, de désinvestir effectivement dans les secteurs défavorables à la transition pour investir plus et mieux dans les secteurs de la transition. Donc ce n'est pas tellement une question d'aller chercher de l'argent en plus, c'est de faire que tous les investisseurs, publics, privés, entreprises comme particuliers, investissent dans cette transition écologique plutôt que d'investir dans d'autres secteurs. Oui, à condition de prouver que ce soit rentable. Oui, mais la rentabilité, ça ne peut pas être la même. Et ce qu'il faut aujourd'hui qu'on fasse mettre en pleine conscience de chaque investisseur, qu'il soit public, privé, particulier ou entreprise, c'est qu'il n'y aura pas de rentabilité dans un monde dévasté. Donc tous ceux qui pensent à 10 ans ou à 15 ans, de toute façon, doivent partager cette chose-là et se dire qu'effectivement, c'est une rentabilité différente qu'il faut qu'on trouve. Je crois que là, c'est fondamental. Ça ne peut pas être les critères habituels, parce que, par exemple, investir dans la rénovation énergétique des bâtiments, ce n'est pas des choses qui permettent une rentabilité de 10% par an. Ce n'est pas des choses qui se rentabilisent pour la plupart d'entre elles en quelques années. Ce sera une question qu'on pourra poser. Est-ce qu'une rénovation peut être rentable? Il y a des travaux qui peuvent être rentables rapidement, mais souvent, on n'est pas dans les critères habituels de beauté financière
de l'ancienne économie et des anciens investisseurs. Donc il faut qu'on trouve, et je vous donnerai une proposition très concrète qu'on va porter au projet de loi de finances, mais il faut qu'on trouve des nouveaux outils pour rendre plus attractifs ces produits de financement de la transition écologique. Donc il faut basculer ces investissements dans la transition écologique, et on a besoin de la finance. Il y avait une phrase évidemment célèbre qui est de dire mon ennemi c'est la finance, par François Hollande. Moi, mon ennemi, c'est pas la finance. Mon ennemi, c'est les changements climatiques. Et donc, il faut qu'on mette cette finance au service de la transition écologique. Ah bah donc, par exemple, vous travaillez sur quoi en ce moment, monsieur le député? Deux choses. Pour le projet de loi de finances... Rapidement, pour lancer le débat. Oui, tout à fait. Donc, je reparlerai à la fin, mais très concrètement, il faut qu'on ait un produit d'épargne pour les particuliers où on leur dise aujourd'hui, vous allez investir là-dedans, c'est 100% pour la transition écologique. Bien sûr, il y a des fonds labellisés aujourd'hui, et tant mieux. Mais il faut qu'on ait un produit plus clair, plus simple pour les Français. Type assurance vie. Regardez, au premier semestre, les Français, ils ont investi en plus sur les produits d'assurance vie 17 milliards d'euros. Comparez ces 17 aux 20 qui nous manquent, vous imaginez? Ça, c'est juste le surplus d'investissement des Français sur leur assurance vie. Combien de ces 17 milliards vont venir financer la rénovation énergétique des bâtiments? 1%, 2%. La plupart des contrats d'assurance vie, on vient de voter il y a quelques mois des avancées dans la loi Pacte pour dire que maintenant les contrats d'assurance vie, il faudra qu'il y ait une unité de compte sur la transition, une sur l'économie sociale et solidaire, une sur l'investissement social responsable, mais on n'est pas du tout au bon changement de rythme. Donc au projet de loi de finances 2020, on va porter un nouveau produit type assurance vie 100% transition qui va permettre, on l'espère, progressivement de pouvoir basculer beaucoup d'investissements dans cette transition écologique. Et quel peut être le rôle de l'État dans tout ça? Soit il peut bonifier ce produit-là, soit aussi, et c'est une des innovations qu'on proposera, il peut garantir ces investissements. Parce qu'effectivement, on va être là sur des produits peut-être qu'il faudra garder 10 ans, voilà, sous peine de pénalité. Et là, peut-être que l'État a un rôle à jouer sous forme de garantie de ce produit-là. Excusez-moi d'avoir été un peu technique, mais c'est important. L'enjeu, c'est déplacer 20 milliards d'euros par an dans ces secteurs-là. Et donc, on a besoin de ça. Et je voulais parler d'un autre point, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Je sens à l'œil de l'animateur qu'il faut que je me taise. Merci Mathieu Orphelin. Fabrice Bonifay. Alors, vous êtes chez Bouygues, directeur du développement durable. Vous faites partie du comité de direction? Non, moi je ne fais pas partie du comité de direction parce que je suis au niveau du groupe Bouygues, la holding. Ouais. Et au niveau du groupe Bouygues, la direction générale est composée donc de Martin Bouygues, des directeurs des 5 métiers du groupe, donc Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, TF1, Bouygues Télécom et Colas. Ce sont donc un comité d'opérationnel. Vous voyez le sens de ma question? Oui, j'ai bien compris. Et moi, je veux quand même vous donner mon responsable hiérarchique, c'est Olivier Bouygues. D'accord, voilà. Qui lui en fait partie. Vous répondez à ma question. Voilà. Quelle importance a le développement durable chez Bouygues, donc un des majeurs de la construction? Il en est d'autres, bien sûr, j'imagine, dans la salle. Et votre regard, vous, aujourd'hui, sur l'urgence d'une réaction, d'une adaptation par rapport à l'évolution du climat. Ouais. Alors, on s'aperçoit aujourd'hui quand même que les dégâts des changements climatiques commencent à être visibles. Les dégâts sont exponentiels et la vitesse, les progrès que nous réalisons, c'est linéaire. Donc, on ne va pas y arriver. Donc, il y a un nécessaire changement d'échelle, tout le monde le voit. C'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps pour commencer à discuter des choses sérieuses, qui est effectivement la façon dont on va avoir changé de paradigme. C'est un mot à la mode. Alors, bon, pour aller droit au but, il faut de l'argent. C'est clair. Donc, Martin Bouygues, dans une tribune avant l'été, avait proposé un plan Marshall de la rénovation énergétique. On pourrait imaginer que ce soit garanti par l'État, effectivement, et que les privés puissent s'endetter plus, parce qu'il n'y a pas de problème sur ce sujet. C'est un des leviers. Gaël Giraud, l'économiste, le dit souvent. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Du courage politique, sans doute. C'est nécessaire. Les entreprises sont prêtes sur les solutions. Il n'y a rien à dire là-dessus. On l'a démontré sur le neuf depuis les lois Grenelle en 2012. On a su démontrer qu'on était capable de faire des bâtiments extrêmement performants d'un point de vue énergétique sur le neuf, que ce soit pour les BEPOS, les bâtiments énergie positive ou les bâtiments passifs même. On y reviendra.
Mais maintenant, c'est vrai que le vrai enjeu, c'est la rénovation. Les passoires thermiques, il n'y en a pas 7,5 millions, comme on dit souvent, il y en a beaucoup plus que ça, hein, si on veut vraiment aller sur la trajectoire de degrés. Et puis, vous raisonnez même à l'échelle européenne, avec les 191 millions de logements qui sont structurellement rénovés. Donc, il faut de l'argent, mais il faut aussi changer notre façon de penser qu'on va gagner de l'argent avec cette transition. Je vous donne un exemple. On est aujourd'hui structurellement sur des bâtiments qui, lorsqu'ils sont utilisés par nos clients ou achetés par nos investisseurs, sont des bâtiments qui sont au centre de coût aujourd'hui, exclusivement centre de coût. Et il y aurait moyen assez rapidement de faire de ces bâtiments des centres de profit. Et ça, c'est une révolution qu'on essaye de mettre dans la tête de nos clients en leur disant, voilà, vous avez des bâtiments qui vont pouvoir demain produire leur propre énergie, pourra revendre l'énergie produite en surplus à leurs voisins. On va pouvoir mutualiser beaucoup plus grâce au numérique. Donc des bâtiments qui auront des taux d'utilisation beaucoup plus importants. On va avoir des bâtiments qui vont devenir des banques de matériaux. Donc des banques de matériaux parce que les bâtiments vont devenir de plus en plus démontables, réversibles, mutables. Et donc on revoit complètement le modèle économique en fait, du bâtiment pour que ça devienne plus rentable. Et ça intéresse les banques, ça ? Mais bien sûr que ça intéresse les banques. Parce que si vous avez des bâtiments qui deviennent centres de recettes, par rapport au paradigme du passé, qui était exclusivement des centres de coûts, où, eh bien, dans l'équation économique, on peut se permettre de vendre plus cher un objet qui va rapporter de l'argent pendant son exploitation. S'il est mutualisé, si on peut revendre les matériaux in fine lors des rénovations ou lors de la démolition in fine. Et c'est ce modèle d'affaires du bâtiment centre de profit que nous, on a conceptualisé chez Bouygues sous le nom un peu conceptuel, mais de bâtiment hybride à économie positive. Eh bien, c'est un modèle de Bpos. Alors, ça s'appelle BHEP. C'est le successeur du Bpos, des bâtiments centres de profit. Et vous en avez déjà fait sortir de terre ? Alors non, c'est un concept. Alors on l'a fait labelliser par la fondation Solarium Plus de Bertrand Picard. Il y a des scientifiques qui ont regardé la validité du concept, sa capacité à être scalable, sa capacité à se mettre en place rapidement. Mais quand on va voir nos clients, on leur dit voilà, on va vous proposer un bâtiment qui va vous rapporter de l'argent, sous certaines conditions, bien entendu, ils sont un peu sceptiques parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et je pense que des initiatives comme celle-ci, l'initiative Energy Sprong que certains connaissent ici, qui sont des initiatives de nouveaux modèles d'affaires de bâtiments, ça, c'est à même de pouvoir participer à un changement de regard sur la capacité de notre industrie à proposer des solutions nouvelles. Donc, je pense que oui, il faut beaucoup d'argent, mais il faut aussi changer nos façons de concevoir le bâtiment. Voilà. Alors, je voulais vous faire réagir, Ella Étienne Denoy, et en commençant par vous, Franck Hovorka, sur la valeur des bâtiments. Alors, sur quelque chose de plus général, qu'est-ce qu'il faut changer à l'ancien modèle, comme l'évoquent les deux présidents, et notamment sur l'évaluation et la valeur des bâtiments. Bonjour à toutes et à tous. Des biens immobiliers. Oui, des biens immobiliers, absolument. Vous savez, la valorisation aujourd'hui ne tient absolument pas compte des performances énergétiques ou environnementales d'un immeuble. Je suis désolé de casser l'ambiance, c'est fait. Quand vous avez, et j'ai travaillé pendant 2 ans sur un projet européen qui s'appelle Energy Efficiency Mortgage Action Plan. Donc l'idée, c'était de lier la performance énergétique au taux d'intérêt et aux garanties. En fait, on s'aperçoit qu'il manque un échelon extrêmement important, c'est la garantie de performance et la confiance que peuvent avoir les acteurs dans la qualité des ouvrages en termes de performance énergétique. C'est la garantie du risque ? Oui, c'est une forme d'appréciation du risque. Vous savez, vous dites tous ici, les gens investissent dans le fossile. Oui, parce que dans le fossile, ils maîtrisent parfaitement l'évaluation des incertitudes, du risque, ils ont l'habitude. Je vous ramène à ce qui a été dit par notre intervenant hier matin sur le fonctionnement du cerveau. Je veux dire, c'est absolument génial, le fossile. Ça fait 40 ans qu'on maîtrise les incertitudes de ces investissements et on est capable d'investir massivement des milliards pour aller chercher des forages, alors qu'on ne sait même pas s'il y a du pétrole en dessous. Donc pour vous, c'est une belle idée, mais il manque, alors, moi, si vous voulez, l'évaluation. Depuis quelques années que je travaille sur ce sujet, je pense qu'il ne manque pas l'évaluation, il manque un travail de traduction entre les acteurs. C'est-à-dire que vous avez des financiers qui ne font pas confiance du tout aux techniciens, parce que les techniciens disent « oui, mais je ne veux pas garantir la performance, qu'on ne sait jamais, il y a des méchants utilisateurs qui peuvent voir la fenêtre, tout ça ». Donc on est sur une chaîne de non-confiance. Donc si, monsieur le député, vous ne traitez pas ce sujet de comment on traduit l'information
et comment on qualifie l'information entre le constructeur ou le promoteur que je suis vers l'investisseur, vers l'assureur, de manière à créer cette chaîne de confiance qui fait que on investira dans les infrastructures de rénovation immobilière comme on investit dans l'industrie pétrolière. Honnêtement, aujourd'hui, on prend beaucoup moins de risques à investir dans la rénovation, dans le logement, si on en maîtrise l'incertitude et la performance, que d'aller explorer des champs pétrolifères en Alaska. Donc l'un des enjeux majeurs, je vous entends, c'est faire se parler les mondes. Voilà. Je dirais, et là, Étienne Denoy, c'est votre fonds de commerce, vous, de faire se parler les mondes quelque part, puisque vous abordez les projets sur leur tout. Quand vous aidez une collectivité à rénover ses bâtiments, à prendre en compte son parc immobilier. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. C'est là Étienne Denoy, directrice générale et associée de Green Solus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je voudrais rebondir sur différents points. D'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Green Solus, on a un acteur dédié à ce que nous appelons l'immobilier et la ville agile, avec une conviction, c'est que les projets de l'immobilier de la ville de demain devront réussir l'alliance de la durabilité au sens environnemental du terme, mais aussi sociétal. Et ça, c'est un point qui me paraît particulièrement important pour l'immobilier à la ville. Je vous fais approfondir le mot agile, parce qu'on l'entend. Voilà. On l'entend beaucoup. Qu'est-ce que vous entendez par agile? Justement, l'agilité, c'est la réunion du triptyque durabilité environnementale et sociétale, du bien-être, avec cette idée de... En parallèle à la ville durable, on souhaite tous une ville agréable, désirable. Et le troisième volet, c'est le digital, qui, de mon point de vue, nourrit la réflexion sur le green, et le green nourrit la réflexion sur le digital. Et je m'inscris en contre-courant d'une approche où il y aurait d'un côté ceux qui penseraient le bâtiment, le quartier, la ville durable, et de l'autre le bâtiment, le quartier, la ville smart, intelligente, ou voilà, les connectés. Vous choisirez le terme qui vous paraît le plus approprié. Là, il y a, en fait, tout ça pour dire qu'il y a un vrai enjeu d'imbrication de ces trois thématiques clés, qui rejoint aussi l'importance d'imbriquer les différentes parties prenantes au sein du secteur immobilier et urbain, mais également les parties prenantes périphériques, et l'univers financier en fait partie. Aujourd'hui, les acteurs financiers et les acteurs de l'immobilier ne sont pas encore dans une posture de discussion, de co-construction, d'intelligence collective sur nos sujets. Et là, il y a, juste également pour rebondir sur un point qui était mentionné par monsieur le député, et on a parlé de plan Marshall, je pense qu'un point essentiel, c'est celui de la pédagogie et de la sensibilisation qui redescend au premier niveau de contact des conseillers bancaires avec le client final, c'est-à-dire le particulier qui va dans son agence bancaire et qui souhaiterait avoir accès à un certain nombre de produits financiers responsables, et on l'espère, un produit qui reflèche l'épargne vers ces projets responsables. Je vais faire réagir le député juste après. Pour achever de bien comprendre votre métier, donnez-nous un exemple de projet que vous accompagnez, ou vous avez accompagné récemment avec une collectivité. Alors je vais vous parler de manière très concrète de comment ça peut se décliner d'un point de vue opérationnel. Nous, notre conviction, elle se décline en 4 hubs d'expertise. On est convaincu qu'il y a une première étape sur le conseil et l'accompagnement, la question de la pédagogie. La question de la finance responsable est un sujet à part entière, et la question du partage des bonnes pratiques et de la diffusion au sein de la communauté des professionnels du bâtiment durable qui sont réunis aujourd'hui, mais également plus largement avec ces autres communautés. Un exemple très concret et très récent qui date de cette semaine, c'est que nous sommes à l'initiative de la conception et portons un programme de sensibilisation et d'accélération de l'innovation à grande échelle pour l'institution de la sécurité sociale. Emmanuelle Vargon en a parlé absolument, hier. Ouais. Et elle était également la marraine de notre événement de kick-off qui lançait ce programme ce mardi, donc il y a 3 jours, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une institution comme la sécurité sociale, c'est 145 000 collaborateurs, donc à peu près l'équivalent de la ville du Mans. C'est 4,5 millions de mètres carrés, environ 5 000 bâtiments, avec un fort potentiel d'exemplarité
d'exemplarité et puis de diffusion contagieuse. C'est-à-dire que mon objectif et l'objectif que nous avons avec notre équipe, c'est bien entendu de travailler de manière massive sur l'effort de sensibilisation et de pédagogie, de manière à ce que les agents de la sécurité sociale comprennent tout le bien fondé de la transition énergétique et donc, in fine, de programmes de rénovation à grande échelle au niveau des différentes caisses nationales, qu'il y ait cette appropriation du sujet, une adhésion, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une résistance au changement, et on espère que ces bonnes pratiques puissent être ramenées aussi dans les foyers des agents de la sécurité sociale et donc diffusées plus largement dans la société. Alors vous évoquez la diffusion contagieuse. Doit-on comprendre que si la Sécu peut le faire, tout le monde peut le faire ? Oui, alors en tout cas, c'est ce qu'a fait sous-entendre le jeu. Enfin, en tout cas, quand j'ai eu l'occasion d'intervenir sur Europe 1 avec Olivier Samin, avec cette idée que oui, si la sécurité sociale se bouge pour le faire, et je peux vous dire que là, la mobilisation, elle se fait à très haut niveau dans une maison qui a un fonctionnement décentralisé. On peut imaginer que derrière, il y ait des effets de reprise positifs. Ça vous fait rire, Franck ? Non, ça me fait pas rire, mais ça m'inquiète. Parce que, en fait, j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'argent. En fait, on croule sous l'argent. On ne sait pas quoi en faire. Quand je discute avec les financiers, ils me disent « mais il n'y a pas de projet ». Pourquoi ? Parce qu'un projet pour un financier, c'est un projet qui rentre dans les règles comptables, qui rentre dans les règles d'analyse de risque. Et nous, techniciens, il faut vraiment qu'on travaille sur la traduction. Donc ça, c'est le premier moment. Deuxième élément, on a travaillé au niveau européen, par exemple, pour que tous les projets de rénovation énergétique puissent être financés en dehors des dettes publiques. Et bien en France, on n'a toujours pas le droit de le faire. Et c'est un problème technique. Je suis désolé de vous embêter avec ça, mais le diable est dans les détails. Le diable, aujourd'hui, est dans les détails. C'est-à-dire que tout autant que nous sommes ici, j'ai vu notre engagement. Ça fait 10 ans qu'on bosse sur ces sujets-là. J'entends l'engagement politique. Mais que diable, réglons ces détails techniques, faute de quoi ? Si on ne change pas la comptabilité publique pour permettre aux gens d'investir plutôt que de dépenser de l'exploitation, si on ne change pas les règles de la dette qui permettent d'investir dans l'infra au niveau comptable, on n'y arrivera pas. Juste un exemple, c'est quoi, par rapport aux amortissements Pardon ? Vous évoquez le comptable par rapport aux amortissements Notamment par rapport aux règles d'amortissement. On devrait pouvoir changer les règles d'amortissement sur la rénovation et tout d'un coup, la rénovation deviendrait rentable. Parce qu'on est en train de croire que les règles actuelles financières, comptables dans lesquelles nous vivons sont des règles naturelles. Il faut arrêter les bêtises. Ce ne sont pas des règles naturelles, ce sont des règles que nous, socialement, on accepte entre nous. Donc c'était des conventions, on les change. On avait dit depuis toujours qu'on ne pouvait pas prêter de l'argent sans avoir un intérêt qui nous revenait. Aujourd'hui, on donne de l'argent et on en reçoit moins dans les obligations nationales. Bon, on peut changer les conventions. Alors, on va écouter Mathieu Orphelin. Alors, je ne sais pas si le domaine du plan comptable, c'est quelque chose effectivement sur lequel vous travaillez. J'ignore tous vos sujets d'investigation, mais vous êtes aussi cherché par Ella sur l'aspect communication, pédagogie. Vous évoquez notamment des produits d'investissement, etc. Il va falloir faire pas mal de communication sur ces sujets. Oui, en allant, et je rejoins Madame, sur la simplicité. Ouais. Pourquoi les Français ont mis 17 milliards en plus sur leur contrat d'assurance vie au premier semestre ? Parce que c'est le produit d'épargne préféré, bien compris des Français. Et c'est pour ça qu'ils se tournent. Il y a cette confiance, cette simplicité. Donc, effectivement, il faut qu'on sorte peut-être de nos aspects trop techniques pour arriver à de la simplicité. Beaucoup de pédagogie. Je vais donner un autre exemple pour la pédagogie. Aussi, pédagogie des outils de financement qu'on met à disposition des acteurs. Prenons le cas des collectivités. On a mis 2,5 milliards d'euros dans le grand plan d'investissement au début du quinquennat pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. 2 milliards d'euros en prêt, Caisse des dépôts, et 500 millions en contrats plus innovants, type marché de performance énergétique, dispositif intracting, etc. Je crains on compte en 1% ou 2% de l'enveloppe des prêts consommés aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas assez simples, à des taux assez attractifs, parce que ce qu'on demande en performance est trop compliqué. Sur les dispositifs type intracting, on doit être à encore moins que ça, parce qu'ils sont peu mis en avant sur les territoires, compliqués, etc. Moi, je crois qu'il faut qu'on revisite l'ensemble de nos dispositifs pour qu'ils soient plus simples, plus efficaces, plus attractifs. Parce que là, sinon, les 2,5 milliards d'euros d'investissement public
qu'on avait annoncés dans le grand plan, eh ben, pour l'instant, ils dorment encore. Et donc, il faut aussi que, pour tous les acteurs, pour les collectivités, il y ait des offres plus simples pour financer la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, Étienne Donneau. Si vous me permettez de rebondir sur ce sujet, en revenant sur l'exemple du programme de la sécurité sociale, ce qu'il faut avoir en tête avec notre dispositif financier, c'est que pas 1 euro de ce que nous allons déployer, qui financera le déploiement opérationnel de ce programme, ne provient du budget de la sécurité sociale. C'est un dispositif qui fonctionne selon un triptyque bénéficiaire, exécutant, réalisation, pilote, et nous jouons ce rôle-là chez Green Solus, et financeurs. Et les financeurs sont les grands énergéticiens, du pays. EDF, Total, Eni, Vattenfall, le géant énergétique suédois, sont à nos côtés pour le financement de ce programme. On pourrait très bien imaginer des dispositifs pollueurs-payeurs pour accélérer la transition énergétique. Et puis il y a un outil, qui me paraîtrait également pertinent, c'est de travailler sur la fiscalité. Par exemple, une TVA verte. Ça, ce serait un point qui serait très intéressant aussi, qui pourrait abonder un fonds permettant de réfléchir des fonds financiers vers les projets responsables. Alors, Fabrice Bonifay, au jeu de oui et même que, on rêve, allons-y. Non, je crois qu'il va faire tourner toutes les assiettes en même temps. Le problème, je vous l'ai dit, c'est l'urgence. Ça fait 10 ans qu'on réfléchit à comment on pourrait faire en s'appuyant sur les outils qui étaient les outils du passé. Et je pense que c'était dit ici, il faut faire preuve, il faut innover dans notre façon d'innover en fait. Innover sur notre façon de trouver de l'argent. L'argent, c'est une communauté humaine. Et vous connaissez tous cette fameuse citation, quand on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson, on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. On a 10 ans pour diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. La France doit montrer l'exemple si on veut exporter notre savoir-faire en matière de construction durable. Donc n'attendons pas que les autres agissent pour y aller, il faut qu'on y aille tout de suite et il faut qu'on montre l'exemple. Donc s'endetter un peu plus pour être exemplaire en matière d'efficacité énergétique pour les bâtiments publics et privés, mais il n'y a même pas de question à se poser. Il faut le faire. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on va, au contraire, non pas financer la rénovation, mais financer la formation, car on a un vrai déficit aujourd'hui de formation de nos professionnels sur ces techniques de rénovation. Donc il y a un vrai effort à faire dans ce domaine-là, et décider aussi des mesures d'interdiction. Je pense qu'il faut pas qu'on ait peur aujourd'hui de dire, et moi je suis toujours effaré de voir qu'il y a certains types de bâtiments qui devraient être interdits à la revente s'il n'y a pas une rénovation qui est mise en œuvre. Et je pense que les bâtiments... Ben oui, oui. Ça, c'est des choses qui ont été déjà proposées, et ça, c'est pas fait, et c'est quand même un peu dommage. Et les bâtiments publics, comme les bâtiments privés, il doit y avoir des échéances, soit lors des mutations, avec obligation de rénovation, de passer une classe à chaque changement de propriétaire. Ce n'est pas complètement idiot de penser que c'est possible, parce qu'on sait que c'est possible. Et puis aussi, je répète, parce que ça c'est vraiment très, très important, on doit pouvoir aussi aujourd'hui imaginer des modèles où les bâtiments vont rapporter de l'argent. Voilà. Et donc ça, tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura pas compris la révolution de la construction durable. Et je voudrais vous faire revenir sur une vision, une innovation que vous me communiquiez pour préparer cet entretien, et ça va vous intéresser, Christophe Béchu. Je salue l'arrivée de Monsieur le maire et président de la métropole. Vous dites, bah oui, mais demain, peut-être que les maires ne seront plus propriétaires de leurs bâtiments, de leur école. C'est un peu un service, ils vont avoir l'usage. Oui. Parce que le bâtiment va être intéressant à posséder par un enjeu capitalistique. Alors, j'étais un peu technique, mais aujourd'hui, nos clients ont besoin de l'usage de leurs infrastructures, mais pas forcément ils n'ont pas forcément envie d'être propriétaires des composants de l'infrastructure. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, personne n'achète une vache pour boire un verre de lait. L'image est parlante. Hein. Et dans le bilan carbone d'un bâtiment, en coût carbone complet, à peu près l'énergie grise pour fabriquer les matériaux, c'est aujourd'hui 40 à 45% du bâtiment. C'est énorme.
Et ces matériaux en fin de vie, lors des rénovations ou lors de la démolition, on en fait peu de choses aujourd'hui. Hein. C'est du remblai routier, mais la plupart du temps, ça finit sa vie dans des décharges de classe 1, en déchets inertes. Et ça serait peut-être temps d'arrêter ce gaspillage. Hein. On peut faire autrement aujourd'hui, avec des techniques où on va construire les bâtiments de demain et rénover ceux qui existent, en imaginant des briques élémentaires, des systèmes où on peut assurer la démontabilité de ces bâtiments pour pouvoir réutiliser les matières premières en réemploi et pas en recyclage, en réemploi. On peut commencer tout de suite. Là. Le taux de renouvellement, c'est 1%. 1% par an. C'est énorme, ça fait des milliers de mètres carrés. Ça, c'est une décision qu'on pourrait prendre. Donc, on a des bâtiments qui deviennent des banques de matériaux. Et on pourrait même imaginer, on cherchait de nouveaux produits financiers, proposer à tout à chacun d'investir dans des livrets matériaux, parce qu'on peut penser que l'acier, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va coûter plus cher, le bois, et même le béton d'ailleurs, et on serait tous propriétaires, en fait, de ces matériaux. Donc on vendrait l'usage du bâtiment, et les industriels ou des consortiums resteraient propriétaires des matériaux. C'est un système de location, en fait, de leasing des bâtiments. C'est ce type de modèles qui sont aujourd'hui, qui commencent à arriver. Aux Pays-Bas, il y a déjà une expérimentation avec le programme Parc 2020 qui fonctionne comme ça. On a eu le témoignage suédois hier matin. Hein. Ouais, et ça existe, donc on se dit en France, faisons preuve d'innovation. C'est ça en fait l'innovation positive. Alors, si vous permettez, donc les idées ne manquent pas. Donc on a un député sous la main, on en profite, vous permettez. Donc comment vous recevez cette foison de pistes, de nouvelles idées? À titre personnel, très bien. Mais je la confronte à la bataille culturelle qui nous reste à mener, à gagner. Effectivement, on a voté avant-hier définitivement la loi énergie-climat, qui était une loi dans laquelle, quand elle nous est arrivée du gouvernement, il n'y avait pas la question de la rénovation énergétique. Alors, on s'est chargé, les députés, d'y accorder une importance dans la loi. Beaucoup de choses ont été ajoutées. Mais sur le point que vous évoquiez de dire à un moment, il faut quand même, compte tenu de l'urgence, compte tenu des enjeux, compte tenu aussi du fait que c'est rentable à moyen terme, passer par des interdictions, sur les bâtiments passoires énergétiques ou d'autres. Effectivement, c'était d'ailleurs ce qui était initialement dans le programme d'Emmanuel Macron, de dire en 10 ans on sort des passoires énergétiques, et pour y arriver, pour que tout le monde fasse les travaux, on aide les propriétaires non occupants à investir jusqu'à la totalité des travaux. On leur avance l'argent, après tout. Effectivement, si on met des interdictions, il faut qu'il y ait des moyens massifs de financement qui sont mis derrière. Et quand on compare ça à ce qu'on a finalement voté dans la loi, on voit un écart majeur, parce que la bataille culturelle, elle est pas gagnée, parce qu'effectivement, nous, on était quelques dizaines de députés à porter cette globalité de oui, il faut accélérer, donc il faut à un moment donner une perspective à 10 ans d'interdire, mais dans le même temps, il faut absolument qu'on puisse donner à chaque propriétaire les moyens d'investir, de financer ses travaux. Résultat, le compromis qui a été trouvé, qui n'est pas nul, hein, qui fait une avancée, mais qui ne règle pas tout et qui se donne sur 13 ans, plusieurs phases, encore une fois, une phase d'incitation, et on commence par là, etc. Moi, je crois qu'il faut qu'on change, et c'est un peu ce que vous dites tous les trois, il faut aussi qu'on change de logique d'investissement, de logique comptable, de l'État aux investisseurs privés. Il faut que chacun sorte du cadre habituel. Porter cette parole au Parlement, monsieur le député. Franck Over-Cavoulier. Oui, juste encore une fois, j'insiste vraiment sur le sujet. C'est-à-dire que moi, tous les financiers avec lesquels je travaille sur ces aspects-là, ils ont l'argent. Que ce soit de la Banque européenne d'investissement, les gros investisseurs. La difficulté que l'on rencontre, c'est la manière de l'investir dans des structures qui correspondent à l'analyse de risque des actuaires qui ont l'habitude de travailler sur le monde ancien. Donc, monsieur le député indiquait cet aspect de changement culturel, et effectivement, il faut donner envie à ces gens, et donc il faut commencer par s'adresser à eux. Un constat que l'on fait, c'est que chez les investisseurs, le plus gros frein souvent, c'est le département des risques. C'est celui qui dit « oh là là, faire comme d'habitude ». Or, au changement climatique, faire comme d'habitude, c'est prendre beaucoup plus de risques que de changer. Donc, hier et avant-hier, vous aviez à Paris la réunion des principes investissements responsables mondiaux. Plus de 2000 milliards de dollars de capital stocké. Ces gens nous disent on ne sait pas comment faire parce qu'on n'arrive pas à traduire l'information de performance énergétique et environnementale dans les analyses de risque. Donc c'est notre boulot. Vous voulez vous engager, c'est fort bien, mais
Dites-vous que le langage de ceux qui ont l'argent, il va falloir le parler. C'est si on parlait français ici, que personne ne traduisait en anglais, nos collègues anglo-saxons ne comprendraient pas, même si on disait des choses très intelligentes. Il y a un travail de traduction important de nos performances. Fabrice l'a dit, comment on fait que le bâtiment gagne de l'argent? Et j'insiste sur la valeur, ça fait très longtemps qu'on gagne de l'argent avec l'immobilier. En tant que promoteur, j'ai l'audace de dire cela, parce qu'on vend des bâtiments valorisables, qui sont valorisés par le niveau d'occupation, par leur localisation. Demain, on sait pertinemment qu'on peut intégrer une partie de valeur qui est liée à la performance énergétique. J'ai un collègue qui vient de lancer une obligation verte il y a quelques jours. Il a souscrit un demi-milliard en 2 heures, à un taux de 1,125 pour 12 ans. Autrement dit, l'argent gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une appétence à de l'information qui est vérifiée et à une prise de risque maîtrisée. Donc si nous sommes capables de traduire la totalité du stock de rénovation, non pas en disant ça va consommer moins, parce que je suis désolé de vous le dire aussi radicalement, mais l'investisseur s'en fout. L'investisseur, ce qu'il veut, c'est est-ce que je prends moins de risques ou plus de risques? Et si vous êtes capable de traduire cette performance qui est indispensable au changement climatique et auquel nous croyons tous depuis 15 ans, en analyse de risque qui fait que vous prenez moins de risques en investissant parce que ça protège la valeur de votre bien, mais foncez, on est en train de devoir protéger la valeur de notre capital, tant social que financier. Voilà. Traduisez. Bon, donc, si vous souhaitez savoir où trouver les ressources et l'argent, vous appelez Franco Vorka, je vous passe son portable, il vous donnera toutes les filières. Rapidement. Mon portable est disponible partout, Bon, très rapidement, Ella et Fabrice. Après, on passe à un autre sujet. Je voulais juste rebondir sur la remarque qui vient d'être faite sur le fait de parler le langage des financiers, traduire l'information et faire preuve de pédagogie sur cette partie-là. Parce que pour des financiers, la transition énergétique, le bâtiment, c'est pas quelque chose de facilement compréhensible, intelligible, et c'est vrai que ça ne les intéresse pas dans le détail. Donc il y a deux sujets qui intéressent les financiers, c'est en effet la valeur, 2 le risque. Sur la question de la valeur, on a parlé au sein de l'écosystème du bâtiment durable ces dernières années, beaucoup de valeurs vertes. On a également creusé la réflexion autour de la valeur immatérielle. Dans le langage des financiers, si ça ne se traduit pas en valeur économique, c'est compliqué. Nous avons, chez Green Solus, à travers notre baromètre de la certification environnementale, commencé à essayer de détecter cette valeur économique, la traduction de la valeur verte en euros, en croisant nos données des bâtiments certifiés en France et en Europe avec les bâtiments des transactions sur les marchés. On commence à voir des choses arriver, mais d'une certaine façon, c'est un nice to have, mais pas un must have dans l'univers des financiers. Ce qui va plus jouer, c'est la question du risque. Et si on aborde avec les financiers la question du climat sous l'angle risque climat pour les actifs immobiliers et l'urbain de manière plus large, le financier comprend assez rapidement que le risque climat devient un risque opérationnel, donc un risque financier avec une obsolescence accélérée des actifs. Et là, il y a un vrai sujet à creuser. Merci, Laïtiano. Alors, est-ce que vos assureurs sont rassurés Monsieur Fabrice Bonifay. Je crois que c'est le patron d'AXA qui disait récemment qu'un monde à 4 degrés n'est plus assurable. Hein. C'est ce qu'il a dit. Et quand on voit un petit peu ce qui s'est passé cet été partout dans le monde et particulièrement en France, les gens se disent, bah oui, il y a eu une canicule en 2003, là on en a eu en 2019, donc on est tranquille 15 ans pour la prochaine. Mais en fait c'est faux, hein. C'est faux. Et 3 jours à 42 degrés, c'est presque supportable, mais si on a 10 jours de suite, ça va devenir intolérable. Donc pourquoi il faut rénover les bâtiments? Non seulement pour qu'ils soient moins consommateurs d'énergie, mais aussi pour le confort d'été, le confort d'hiver, et parce que ça devient même un enjeu de santé publique. Donc il faut avoir conscience de ça. Et compte tenu du temps qu'il faut pour rénover ces infrastructures, si on ne commence pas maintenant, ça va être un peu compliqué pour les étés à venir. Mais ce que je voulais dire aussi, une autre façon de voir les choses, c'est la fiscalité. Alors je serais content d'entendre le député sur ce sujet. Aujourd'hui, les bâtiments sont structurellement sous-utilisés. Un bâtiment tertiaire, public ou privé, c'est 25 ou 30% du temps d'utilisation. Le reste du temps, il n'y a personne dedans. Aujourd'hui, il y a peut-être moyen d'imaginer d'avoir des bâtiments plus hybrides qui sont conçus pour avoir plusieurs typologies d'utilisateurs pendant la chronotopie de l'usage du bâtiment. Et plus le bâtiment sera utilisé, moins il paiera de taxes, par exemple. Et ça peut être une bonne façon aussi de dire, voilà, il y a énormément de mètres carrés à rénover, mais si on a des bâtiments qui ont un temps d'usage optimisé, eh bien, on pourrait peut-être commencer par rénover ces bâtiments-là.
Donc il y a un gaspillage énorme, et c'est pas que français, hein, c'est partout dans le monde, de mètres carrés qui ne servent strictement à rien et qu'il faut pourtant entretenir, chauffer, etc. Donc il y a aussi dans la rationalisation, dans le partage des infrastructures, entre d'ailleurs le privé et le public. Hein, moi je pense que cet éditorium il est formidable, mais est-ce qu'il est utilisé, combien de fois il est utilisé dans l'année ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'utiliser beaucoup plus, d'avoir plusieurs types d'acteurs qui l'utilisent ? Et on va s'apercevoir que compte tenu qu'il y aura de toute façon une nécessaire sobriété d'usage à mettre en place de toute manière, parce que non seulement il faut de l'argent, mais il faut aussi changer nos comportements, c'est en additionnant en fait ces nouvelles pratiques qu'on y arrivera. Voilà. En écho au propos hier de notre ministre Julien Denormandie. Pour le fun, si on fait ce que dit Fabrice, il va se passer un truc extraordinaire, c'est qu'on va consommer plus de kilowattheures par mètre carré. Ouais. Et donc la réglementation nous l'interdit, Fabrice, aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que si on passe pas au kilowattheure par mètre carré par personne... Il faut passer du kilowattheure mètre carré, qui est une mauvaise métrique, à kilowattheure utilisateur, ça fait des années que je le dis, et ça c'est une bien meilleure métrique. Voilà. Voilà. Mais on est capable de le faire, ça aussi c'est une convention. Bon, vous avez quelques supporters dans la salle, et ils sont nombreux. Avant de vous faire réagir, monsieur le député, en termes de pédagogie, de communication, et vous évoquiez concernant la finance verte, proposer des produits, voici un petit spot que vous avez peut-être vu, diffusé sur le site du gouvernement, à propos des labels Greenfin. Donc c'est tout comprendre en 1 minute à peine, tout comprendre en 1 minute sur les labels Greenfin. Face au dérèglement climatique et à une planète de plus en plus menacée, la transition écologique et énergétique est une priorité. Mais pour construire un avenir durable, des moyens sont nécessaires. Le monde de la finance doit donc se mobiliser. Après la COP21 et l'accord de Paris sur le climat, la France dispose aujourd'hui d'un outil essentiel en matière de finance verte. Un outil, institué par l'État, qui garantit la transparence et l'engagement environnemental des produits financiers, le label Greenfin. Pour les professionnels de la finance, les sociétés de gestion, les banques, les assurances, comme pour les épargnants, ce label devient un repère de référence et d'exigence qui labellise les investissements verts. Il s'applique à des fonds financiers français, européens ou de pays tiers et permet à chacun de savoir si son argent est bien investi dans des projets de transition écologique et énergétique. Greenfin Label, France Finance Verte. Il est temps d'agir pour la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site écologique-solidaire.gouv.fr/label-greenfin. Très clair, d'ailleurs, on va organiser une souscription en sortant de la salle ici, si vous voulez effectivement investir sans aucun problème. C'est le genre de pédagogie que vous réclamez, et là, Étienne Denoy ? Oui, c'est une première amorce de transparence sur le sujet des fonds verts. Après, moi, je suis partisane vraiment de travailler avec les financiers et tout au long de la chaîne, jusqu'à l'agence bancaire, parce que, in fine, c'est le conseiller bancaire qui va pousser tel ou tel produit. S'il ne comprend pas ce qu'il y a dans le produit, ça va être compliqué. Et je me permets juste de souligner un autre point. Dans la dynamique des labellisations actuelles, le label Greenfin porte sur le volet environnemental et s'applique en effet aux bâtiments. Mais on a également un label qui va prochainement sortir, qui est le label ISR, appliqué aux actifs immobiliers et qui porte sur le volet environnemental, sociétal et de gouvernance. Ça, c'est l'étape holistique qui comprend l'environnemental. Donc il y a deux démarches à avoir en tête, le label Greenfin et le label ISR pour l'immobilier. Merci Ella. Le mot de la fin de cette table ronde, Mathieu Orphelin. Oui, en 2 points. Le premier, on a bouclé la boucle au cours de la table ronde. Effectivement, ce que je proposerais au projet de loi de finances, c'est un nouveau produit d'assurance vie 100% Greenfin. Pour qu'on soit clair, c'est exactement ça. Un produit qui mêle à la fois l'assurance, que tout va à la transition écologique, avec l'avantage de l'assurance vie, ce produit préféré des Français. Et puis un deuxième point, sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, et je finirai par là, comme sur beaucoup de sujets que vous avez dû traiter au cours des 2 jours, ma conviction, c'est que pour faire beaucoup plus, et on sait, vous l'avez dit et redit, qu'il faut faire beaucoup plus, changer le rythme de rénovation, de projet, changer la performance, etc., faire beaucoup plus, ça veut dire avoir plus de moyens.
Et il faut qu'on applique ça, et moi je serai très vigilant dans le projet de loi de finances. Je vais vous donner qu'un exemple que beaucoup d'entre vous ont en tête. Pour la rénovation des particuliers, la transformation du crédit d'impôt en prime dès le moment des travaux, c'est une très belle mesure avec beaucoup d'intérêt pour aider au mieux les ménages à investir et à déclencher cet acte d'achat. Mais il ne peut pas être fait en même temps qu'un autre but qui serait de faire beaucoup d'économies budgétaires sur le budget de l'État. Et moi, je serais très vigilant à ce qu'effectivement, cette belle mesure de transformation du CITE en prime, elle ne se fasse pas en même temps perdant plusieurs centaines de millions d'euros sur l'effort de l'État. Je crois que ça, c'est très important. Si on veut changer le rythme et le nombre de travaux, il faut qu'on s'assure et compter sur beaucoup de parlementaires de tous les bords politiques pour être très vigilants dans le projet de loi de finances qui commence d'ici quelques jours. Écoutez, merci de cette vigilance. Merci Mathieu Orphelin, Ella Étienne Denoy, Franco Vorca et Fabrice Bonifay. Merci de votre passion. Vraiment, vous nous transmettez un enthousiasme. Et je vais faire venir ici sur scène, mais le supporter du premier jour de Cities to Be, Christophe Béchu. Alors, je vous en prie. Alors oui, donc je le redis, vous avez été le premier supporter en disant « Moi, ça va s'installer dans ma ville ». Alors d'ailleurs, je vais revenir sur ça. Pourquoi vous avez dit « Tiens, il faut que ça s'organise à Angers ». Qu'est-ce qu'il y avait dans... Vous voulez que je sois honnête? Oui. Je ne dis pas que ça tranchera avec ceux qui se sont exprimés à l'occasion des plénières précédentes, mais moi, avant toute chose, quand on me dit on pourrait potentiellement accueillir 1000 congressistes dans un équipement qui à l'époque était en cours de rénovation et sur lequel on avait aussi une volonté de montrer qu'on aurait un outil qui permettrait le rayonnement du territoire, il y avait d'abord évidemment une volonté que ce congrès il ait lieu ici. Le fait que ce soit un événement à portée internationale était une deuxième motivation, et puis le thème, Cities to Be, la volonté effectivement de montrer que tous les secteurs, tous les mouvements, que tous les secteurs se mettent en mouvement plus exactement pour être à la hauteur de ce rendez-vous, de cette transition écologique absolument nécessaire pour une ville dans laquelle le développement durable est depuis longtemps dans notre ADN, là où cette préoccupation elle a été intégrée de façon grandissante tout au long du mandat dans les actions qu'on a pu conduire, c'était autant de raisons de se mobiliser et de faire en sorte qu'on puisse vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc ça c'est l'intention de départ. Alors vous n'avez pas bien sûr pu participer à tout ce qui s'est passé là, on l'imagine bien, mais quand même, j'ai vu que vous n'en perdiez pas une miette. Puis vous étiez là, vous aviez reçu hier dans ce magnifique musée Jean Lurçat. Votre retour, votre impression, qu'on vous en dit vos capteurs, au-delà de la métaphore apocalyptique que vous nous aviez filée hier soir, c'était formidable. Hein, je ne connaissais pas les tapisseries de Jean Lurçat, je vais y retourner, c'est vraiment magnifique. Quel est votre retour, quelle est votre impression de ces 2 jours? Pendant quelques instants, en fermant les yeux et en entendant la tonalité de discours... si on ne bouge pas radicalement, on va tous mourir, à 4 degrés, on ne sera plus assurable. Je me suis dit, je pourrais être dans un congrès d'Europe Écologie Les Verts il y a 10 ans. En ouvrant les yeux, il y a des gens en cravate, rasés, manifestement, qui se sont lavés ce matin, donc je n'ai pas de doute sur le fait que il peut y avoir des correspondances en termes de discours, mais que les choses ne se résument pas à ça. Mais cette boutade, elle a précisément, au-delà de ça, un véritable intérêt. C'est celui de se dire que si l'écologie reste un fonds de commerce politique et qu'il n'y a pas une mobilisation de tous les acteurs, qu'un financier, qu'un promoteur, qu'un constructeur, qui était spontanément plutôt dans le camp des ennemis de l'écologie, dans la manière dont on pouvait en parler il y a quelques années, on ne mesure pas que s'il n'y a pas de sincérité sur les discours, que si on ne considère pas qu'il y a véritablement une urgence climatique qui consiste à dépasser nos clivages, parce que le sort de la planète et des générations qui sont derrière nous, c'est plus important que le fait de savoir la couleur de l'étendard qu'on a, ce qu'on a voté il y a 2 ans, ou la manière dont on se comporte, on passera à côté de ce rendez-vous historique. Et de voir plus de 1500 personnes qui viennent sans y être obligées, au moins pour la plupart d'entre eux, à un congrès de ce type, prendre du temps, réfléchir, se confronter pas seulement à des perspectives, à des projets, mais à des choses qui existent,
qui viennent ici avec une première plénière dans laquelle la question c'est « Ok, en termes de mobilisation, est-ce que tout le monde a bien compris que le temps, c'était plus celui du constat et du diagnostic, mais du passage à l'acte ?» Et le sujet, c'est pas qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'est-ce qui existe déjà, avant même qu'on parle de ce qu'on pourrait mettre en place, et qu'on pourrait déjà mettre en place, et puis d'aller au bout de la logique. C'est-à-dire de parler y compris d'argent, parce que si on reste sur la théorie, on sait bien qu'on peut se heurter à des freins qu'on n'imagine pas nécessairement. Donc, dans ma boutade de départ, ce que je veux dire, c'est que c'est réjouissant que ce sujet ne soit plus celui de quelques-uns, mais qui devienne celui de tous, qu'ensuite, dans l'intensité des solutions qui sont proposées, dans la variété de ce qui peut être mis en œuvre, il y a plein d'hypothèses. Mais je trouve réjouissant le nombre, les thèmes, l'ambiance, et je dirais globalement la qualité de ce qui s'est fait à la fois en plénière et dans les diverses tables rondes qui ont pu avoir lieu. Le sujet pour moi, de là où je suis, et en entendant des gens bien plus calés que moi sur les questions de green bonds, green fin, calcul des valeurs d'amortissement, c'est d'abord celui de considérer que, quelle que soit la qualité des congressistes, on a un sujet de mobilisation du grand public. Et le premier message, c'est qu'il faut faire prendre conscience de l'urgence en évitant de donner le sentiment que la guerre est perdue parce que ce n'est pas le meilleur moyen de mobiliser les troupes. Et de ce point de vue, le discours sur il reste 10 ans ou une génération, il est le bon parce qu'il peut permettre à chacun de se rendre compte qu'il ne pourra pas transférer sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Et qu'en même temps, l'espèce de discours pour le coup apocalyptique, il peut être contre-productif parce que foutu pour foutu, la question c'est comment est-ce que je profite des derniers moments. Le deuxième message autour de cette pédagogie, c'est comment, face à un phénomène qui est sans équivalent, et donc sur lequel c'est complexe d'aller expliquer que 2 degrés, alors que 2 degrés, quand vous êtes dans des températures normales, ça ne varie pas grand-chose. Mais là où on est rendu, quand on dépasse les 40 degrés à Angers, comme ça a été le cas cet été, quand on voit effectivement ces épisodes de canicule à répétition, qu'est-ce que ça implique en termes d'évolution, de changement et de prise de conscience? Et là, on se dit, on a peut-être quelques trains de retard, y compris effectivement dans le domaine de l'immobilier. En entendant ceux qui étaient à cette table, j'y pensais. Quand vous achetez une maison, on vous dit s'il y a des termites, s'il y a des mérules, s'il y a du radon. Et si votre assainissement non collectif à la campagne n'est pas aux normes, personne ne conteste le fait que vous ayez un délai légal de mise aux normes avant d'être passible d'une amende. Sans inventer des dispositifs nouveaux, compte tenu de l'urgence climatique, de la question effectivement des passoires énergétiques et même de l'intérêt des propriétaires de ne pas se retrouver à éviter des travaux pour financer ensuite en fonctionnement des passoires énergétiques qui les amèneront à aller occuper les ronds-points parce qu'ils n'arrivent plus à survivre à la fin du mois compte tenu de tout ce qui augmente, au nom de quoi la mobilisation globale à laquelle on appelle tous, elle ne donne pas lieu à des évolutions législatives, y compris avec des obligations de mise aux normes qui sont datées dans le temps. Je vais prendre un autre exemple, pour montrer que là aussi, il ne s'agit pas de tout inventer, mais de copier des dispositifs qui aujourd'hui sont devenus acceptables par tous. L'accessibilité universelle des bâtiments pour les collectivités locales. Le fait de dire un bâtiment, il doit être accessible aux personnes en situation de handicap. Et on ne discute pas du pourcentage de personnes qui vont pousser la porte. On considère qu'à un moment, la dignité, on ne peut pas la fractionner et qu'on ne peut pas se retrouver avec des bâtiments qui sont censés être ouverts au public et qui, pour des raisons physiques, ne permettent pas à certains de nos concitoyens d'y accéder. Les mêmes logiques, avec des obligations dans le temps, avec des moments dans lesquels l'objectif qu'on souhaite atteindre passe avant la question des équilibres budgétaires. Ce sont des choses qui existent et pour lesquelles il faut la volonté politique d'être capable de les transposer et de les généraliser. À l'échelle d'une collectivité, et je vais évidemment dire un mot sur Angers, la première chose qu'on a faite, et ce n'était pas en 2014 quand on est arrivé, en étant à cette époque dans l'optique d'accueillir Cities to Be et de préparer la fin de cette plénière. C'est d'abord l'état des lieux des bâtiments. Angers, 2014, 982 bâtiments appartenant à la ville. Dans ces 982 bâtiments, certains étaient vides, parfois depuis longtemps, et certains accueillaient des activités 1h30 par semaine dans le cadre d'étapes. On a engagé un programme de cession
en réinjectant l'intégralité de ce que nous avons vendu dans l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments que nous avons gardés. Le 30 septembre, ce sera le moment du bilan de ce plan stratégique informatique. Et pour une ville de notre taille, c'est 20 millions d'euros de vente de foncier qui aura été réalisé et qui aura servi à financer, pour le coup, sans effort budgétaire, sans aller augmenter les impôts, sans diminuer les moyens consacrés à d'autres politiques publiques, 20 millions de cessions qu'on a consacrées à l'amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments, et dans le même temps, ceux qui ont acheté ces bâtiments, on peut penser qu'ils ne les ont pas gardés dans l'état dans lequel ils étaient auparavant. Et en s'efforçant de faire de la pédagogie. On a été classé il y a quelques mois ville la plus écologiste de France, parce que nous avons été la première à raccorder notre station d'épuration au réseau de gaz naturel et à faire en sorte que le gaz produit au titre de cette station d'épuration, au lieu de le brûler dans une torchère, comme c'était le cas 2 fois par an, on puisse le réinjecter sur le réseau et le revendre à un opérateur. Ça nous rapporte 1,5 million d'euros par an pendant 15 ans, pour un coût d'investissement de 1,5 million d'euros en une seule fois. Voilà un exemple dans lequel finance et écologie ne s'opposent pas. Et voilà aussi un exemple qui fait qu'en termes de pédagogie, ce que nous avons annoncé aux habitants, c'est le produit de cette somme va être intégralement financé à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire. Alors vous évoquez justement les habitants. Là, on partait des bâtiments publics, enfin, des bâtiments qui sont de votre prérogative. Concernant les habitants, comment vous imaginez la massification de la rénovation de l'habitat? Comment aider les habitants sur cette rénovation massive qui va coûter quand même On est bien d'accord. Il y a évidemment, de là où nous sommes, un premier levier qui est d'agir sur le logement social, pour lequel on a une responsabilité particulière. Dans ce domaine, nous venons, ça fait déjà maintenant 1 an, d'obtenir une opération de renouvellement urbain pour 2 quartiers de la ville. C'est 500 millions d'euros qui vont être injectés à Angers en l'espace de 10 ans, avec 4500 rénovations thermiques de bâtiments sur les quartiers de Montplaisir et de Belle-Veille, au-delà du millier de démolitions pour des logements qui, au compte tenu de l'endroit où ils sont placés, ou des coûts de rénovation nécessitent d'aller au-delà. On a voté lundi soir, pas seulement parce qu'il y avait le Congrès et les ministres, c'était le hasard et la fin du plan précédent. On a voté lundi soir notre nouveau programme Mieux chez moi, qui est la déclinaison locale du soutien avec l'ANA aux rénovations énergétiques par les habitants. C'est plus 100% en rythme et en financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équivalent de 1600 logements en 3 ans qui vont bénéficier de crédits de l'agglomération, au-delà des crédits de l'ANA, et avec une enveloppe pour la part de l'agglomération qui a doublé. Mais il ne faut pas tout attendre de la puissance publique. Parce que sinon, on aura des raisons de ne pas agir en faisant reposer la faute sur ceux qui n'ont pas décidé, en prolongeant des joutes, etc. Il faut donc aussi, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la mobilisation et la pédagogie, faire comprendre à des habitants que, indépendamment des aides, on est aujourd'hui dans une situation où, compte tenu du prix de l'énergie, si ils font une modélisation de ce que ça leur coûtera demain ou après-demain, de toutes les manières, chacun d'entre nous a un intérêt à agir. Il faut montrer l'exemple, parce que je ne crois pas aux réformes ou à tout ce qui peut se faire si celui qui dit qu'il faut le faire ne commence pas par le faire pour lui-même, dans tous les domaines. En revanche, il ne faut pas se dire qu'il faut qu'on attende forcément des votes, des plans. Un congrès comme celui-là, il participe à la prise de conscience, la refonte aussi des guichets qui permettent d'aller éclairer les citoyens. Je prends l'exemple de mon territoire. On a une ALEC qui bénéficiait d'un financement de l'ADEME. L'ADEME ne finance plus. Ce n'est pas une raison pour arrêter le conseil aux citoyens. C'est l'occasion pour se poser la question de comment on fait demain. On a une ADIL, on a un CAUE, on a des quantités de portes. Est-ce que le citoyen, s'il cherche l'endroit par lequel il va obtenir les informations, il va le trouver de manière aisée? S'il ne le trouve pas, là aussi, on aura une difficulté à faire de la pédagogie, à faire passer des messages. Et pour terminer, on voudrait vous entendre sur le projet Smart City. Enfin, je dis projet, non, c'est une réalité, parce que je pense que vous allez le signer bientôt. En quoi ça consiste, Smart City, et quel est le lien avec le développement durable? En quoi ça fait faire des économies d'énergie? Le lien, il est direct et il est très étroit. Expliquez d'abord en quoi ça consiste. OK. Vous ne m'aviez pas dit que je serais interrogé là-dessus avant que je vienne.
Territoire intelligent. L'idée de base, c'est qu'on va faire un tout petit saut en arrière. On est au milieu des années 50 et la première école d'électronique en province ouvre à Angers. Et dans la foulée, on se retrouve avec, sur ce territoire, le développement d'énormément d'entreprises dans le domaine de l'électronique. Il y a 30 ans, il y avait 6000 personnes qui assemblaient des téléviseurs cathodiques chez Thomson. Il y en a 3000 qui, à Angers, assemblaient des ordinateurs Bull. Et il y avait autant d'emplois dans l'électronique à Grenoble qu'à Angers. Le temps a passé, la mondialisation est passée par là, la délocalisation vers des pays à bas coût a fait disparaître tout ça. Et malgré tout, 7000 emplois, mais répartis aujourd'hui dans 900 entreprises, travaillent sur ces métiers de l'électronique et avec une particularité qui est le fait d'être globalement tourné autour des objets connectés et autour du hard. On a obtenu, il y a 3 ans, l'ouverture d'une cité des objets connectés dans le cadre d'un programme national pour faire en sorte que notre pays, après avoir raté le virage d'Internet, ne rate pas le virage des nouvelles filières prometteuses, des Eldorado éventuels. C'était les propos d'Arnaud Montebourg quand il a lancé ce projet. Et la labellisation, elle nous permet d'avoir un lieu qui est unique, dans lequel on prototype et on accompagne des entreprises plutôt qu'elles aillent en Asie sur des petites séries, étant entendu qu'on n'a pas encore la solution pour la massification, mais ça permet de réindustrialiser et d'accompagner des entreprises qui ne sont pas sur des applications, mais sur des objets avec de la production. Et la question que la ville s'est posée, c'est, et nous, dans tout ça, par rapport à ce renouveau du numérique, comment est-ce qu'on peut jouer pleinement notre carte au moment où on voit bien que c'est en train de tout bouleverser en termes d'usage? Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots en quoi consiste, à laquelle j'arrive, c'est ça. En quoi consiste le pilotage, ce pilotage électronique de la vie? J'y arrive. Il y a 8 mois, nous avons décidé de lancer un dialogue compétitif pour construire la ville la plus intelligente de France, au sens smart, au sens usage du numérique, avec 3 objectifs. Économiser nos ressources pour participer à cette révolution, à cette transition écologique, optimiser nos services en diminuant nos coûts et améliorer les usages aux habitants. 150 millions d'euros sur 12 ans pour équiper nos infrastructures de capteurs, de soft, de logiciels, d'hyperviseurs, pour croiser les informations et faire en sorte de gagner en réactivité. Quelques exemples. Sachant que, vous l'avez dit, ça n'est pas un projet. Ce dialogue compétitif, il est terminé. Nous avons reçu les offres de 4 groupements d'entreprises qui sont pilotés par des énergéticiens, mais qui sont accompagnés par des gens qui sont des spécialistes de l'eau ou des solutions. Et c'est au début du mois de novembre qu'on aura fini l'ensemble de l'analyse de ces offres. Notre objectif, c'est de diminuer d'au moins 60% nos dépenses d'électricité. Il y a 50 000 candélabres sur la communauté urbaine. Ils vont tous être passés en LED. Et au-delà du passage en LED, avec des détecteurs de présence, on va arrêter d'être dans des optiques où on éclaire de manière automatique, y compris avec des détections de présence humaine qui nous permettront dans certains endroits de diminuer, et avec une capacité à les piloter, pas que pour la ville-centre, pour les 30 communes de la communauté urbaine, et donc y compris avec des endroits ou des secteurs sur lesquels on n'est pas là-dessus. On a 60 hectares d'espaces verts qui sont arrosés le matin. On a 100 mètres carrés d'espaces verts par habitant. Et ça aussi, ça va être piloté. On va mettre des capteurs dans ces espaces verts et on va arrêter d'arroser quand la rosée sera suffisante, quand il aura plu pendant la nuit, pour être sur du pilotage intelligent, avec l'équivalent sans doute d'1 million d'euros d'économie sur l'eau potable sur la durée. Je reparle de l'électricité. Et tout ça va aboutir à un central de pilotage, un serveur? Un centre d'hypervision où arriveront l'ensemble de ces informations, des données qui seront accessibles aux citoyens pour qu'ils puissent nous proposer des usages, des capteurs y compris sur la pollution de l'air, sur les consommations énergétiques des bâtiments, de manière à rendre intelligentes nos infrastructures et inviter ensuite les entreprises, les associations et les habitants à proposer à partir de ça les usages compte tenu de ce maillage de senseurs, de capteurs et de caméras sur le territoire qui leur permettront de pouvoir proposer des solutions qui montreront que le progrès et technologique, numérique, peut être aussi un moyen d'essayer d'accélérer ou de lutter dans ce combat qui nous attend et de répondre à l'urgence climatique. Je peux me permettre une question technique un peu poil à gratter. Est-ce que ce n'est pas un transfert énergivore quelque part? Est-ce que ce serveur, finalement, ne va pas lui tout seul dégager beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, etc. Non, parce que la vérité m'oblige à vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 5 centres de supervision.
On a des gens qui, à l'usine des eaux, suivent les fondamentaux sur le réseau. On en a qui sont devant des caméras avec des serveurs qui leur donnent les images de ce qui se passe sur tout le réseau de bus et de trams. On en a qui suivent les parkings publics de la ville. On en a qui assurent la vidéotranquillité de la population. Et aujourd'hui, on a à la fois une dispersion de moyens, une absence de dialogue entre ces différents éléments, et donc pas la capacité à pouvoir, en termes d'usage, optimiser le service qu'on rend, mais aussi diminuer les consommations et les dépenses qui sont les nôtres. Alors, donc vous allez faire des économies, Christophe. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce pognon? Si tu m'appelles par mon prénom, tu as le droit de me tutoyer aussi, parce que ça veut dire qu'on a franchi un degré d'intimité que je n'avais pas imaginé. Que te dire? En fait, ce n'est pas le cas. Ou plus exactement, la fourchette qu'on met sur la table, c'est entre 120 et 150. On s'autorise même à aller potentiellement plus loin, à condition qu'on ait ou un retour sur investissement budgétaire ou un retour sur investissement écologique. Je donne un exemple. Si je regarde les prix de l'énergie aujourd'hui, je dépense, à l'échelle de la communauté urbaine, 2 600 000 € par an pour l'éclairage public des 300 000 habitants de l'agglomération. Mais ça, c'était avant les 5,9% d'augmentation qu'on a eu il y a quelques mois et qui nous seront répercutés sur les factures comme les particuliers. Si je prends la valeur 2019 et que je me dis, il faut que je mette 60 millions pour changer tous mes candélabres et je vais économiser 1,5 million par an pendant 15 ans, le compte n'y est pas, je fais rien. Mais c'est pas ça mon sujet. D'abord, mon sujet, c'est de croire à tout ce qu'on est en train de dire. Nous allons vers une augmentation des prix de l'énergie, de ce qui est épuisable, de tout ce qui est utilisé de manière fossile, là où il y a des coûts cachés qui ne sont pas suffisamment pris en compte, y compris celui des déchets nucléaires, quand on considère qu'il ne faut pas sortir de cette énergie. Quelle que soit la position qu'on a, personne ne peut penser que les tarifs vont rester stables ou vont diminuer. Donc on intègre une dimension qui est celle précisément de la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, il y a des fonctionnalités qui vont nous permettre de payer une partie de ça. Je donne un exemple. Le détecteur de présence, il va me permettre d'avoir en temps réel la circulation dans toutes les rues de la ville. Et donc, de pouvoir, sur des panneaux de signalisation intelligents, diminuer les autorisations de vitesse dans certains endroits pour éviter des embouteillages qui produiront des gaz à effet de serre, parce que le logiciel d'intelligence artificielle qui sera dans l'hyperviseur calculera qu'à ce rythme-là, compte tenu du flux avec lequel on se retrouve, on va vers une difficulté. On aura la capacité d'arrêter, d'envoyer, y compris des camions de propreté ou de l'environnement, pour aller relever des containers qui ne sont pas pleins, en assumant le fait que je préfère avoir des agents qui sont au dépôt plutôt que dans un camion en train de faire le tour pour relever des containers qui sont à moitié remplis, qui m'amènent à consommer de l'essence, à occuper une partie de l'espace public, avec un résultat en termes de service public qui n'est pas à la hauteur. Et puis enfin, on est convaincu que si le compte n'y est pas exactement sur le plan de nos dépenses publiques, on va donner envie à des entreprises de venir à Angers, de s'implanter, d'y payer de la CVAE, de la CFE, de contribuer avec des impôts à faire en sorte de développer ce qui sera ici, un modèle de Smart City. Et je veux voir dans le Congrès, dans la manière dont les choses se sont passées, le fait que pour ceux qui ne connaissaient pas cette ville, ils en repartiront sans doute avec une image et sans doute une meilleure image que celle qu'ils avaient en arrivant. Et je me plais à rêver que la conclusion de cette dernière plénière, ce soit la conclusion non pas de la dernière plénière de Cities to Be pour l'éternité, mais la conclusion de la dernière plénière de la première édition de Cities to Be à Angers. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Merci Christophe Béchu. Merci. Merci. Très bien. Alors, on arrive au terme de la plénière. Il se passe encore des choses, hein. Il y a encore des ateliers. Il y a une prochaine plénière finale qui va se passer là en haut sur le carré pitch, animé par Pierre-Yves Legrand et Anne-Sophie Périssin-Faber, qui sont tous les deux donc directeurs de Novabuild et directrices de Alliance HQE-GBC, qui tous les deux, sous la hullette de leurs deux présidents et toute l'équipe, ont organisé de main de maître. C'est bien ça, on ne les voyait même pas parce que tout se passait tellement bien, d'une fluidité. Alors ce que je vous propose, c'est de les applaudir, l'ensemble de l'équipe, la régie technique. Vraiment, c'est... Voilà. Ça sera à 15h45. Alors, je ne résiste pas au plaisir de... On voit comme pas ce qui était comme ça.
Ouais, enfin, ceux qui viennent d'arriver, ils disent, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Les autres sont déjà... alors, je mets au parfum les nouveaux. Nous avons réalisé une œuvre, hier, philharmonique, extraordinaire. Hein, vous en convenez. Hein, nous avons claqué dans les mains avec un seul son, voilà, et pourtant nous étions 1000. Bah, je pense qu'on peut... Je vous propose, hein, en guise de « waouh », terminer en tout cas ce moment-là, vraiment, tout en haut, bah, de recréer une œuvre. Bon, nous avions fait un geste qui, par le choc de la vibration de l'air, je pense que Laurent Rossi, ingénieur, pourrait m'expliquer ça beaucoup mieux, a produit un son. On peut faire un autre geste qui est de donner de la voix. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de réaliser une œuvre symphonique qui va témoigner effectivement de votre engagement personnel singulier, mais en même temps à la fois universel et tout autant éphémère, de tout le contentement que vous avez eu à participer à cette plénière, cette journée, ou les 2 jours, si vous avez la chance de participer aux 2 jours. Voilà. Alors, on peut se mettre d'accord d'abord pour s'échauffer la voix sur un bouche fermée, un on y va? Détendez-vous, respirez. Formidable. Ça, c'est le médium. Ça, ce sont les aigus. Ça, ce sont les graves. On y va? Waouh, je vous sens mûr. Bien. Alors, bon, il nous faut des paroles, il faut du texte. Il faut du texte. Alors, est-ce qu'on peut parler anglais? Bon, il y a marqué Cities to be, là, une invitation à parler anglais. Alors, ce que je vous propose, c'est le texte. Tous ensemble, on va le répéter, c'est de dire alive. OK? Je n'ai pas besoin de le traduire, je pense. Alive. 1, 2, 3. D'accord. Donc ça, c'est le mot. D'accord? Maintenant, avec, vous vous souvenez, si vous pouviez le porter quelque part. Hein? On y va? 1, 2, 3. Ah, c'est dommage que vous soyez dans la salle et pas ici. Il faudra avoir le don d'ubiquité parce que c'est très très fort. Live. Voilà, ça serait un très très beau mot de fin. On peut faire d'autres mots, on peut précéder. Alors j'avais noté. Ah oui, on pourrait prendre to be. To be or not to be. Alors, on va faire des partitions. Hein? Vous dites to be, ok? 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est le mot. Maintenant, vous le portez avec le souffle. 1, 2, 3. Et voilà. Oui, on peut même aller plus loin avec les abeilles. Référence à Yara. C'est this to be. 1, 2, 3. Be. Ok. Ensuite, on a assisté quelque part à une naissance, quelque part, une renaissance. Bon, on reste en anglais. Born. Ok. Vous au centre. Born. Ok. 1, 2, 3. Born. Encore plus long, un plus long. Bon. Bien ouvert le haut, notamment en haut. Bien ouvert. Je veux voir vos bouches ouvertes. 1, 2, 3. Bon. Ouais. Et alors, j'ai quelque chose d'un peu rocky pour vous. Alors, c'est peut-être la partie la plus compliquée. Alors, il faut les supporter. Quelque chose de... Donc, il faut bouger, il faut le groove. Il faut un peu bouger sur ça. Voilà. We were. We were. Le mot. 1, 2, 3. We were. C'est un son. Pas la peine la signification. C'est un son. We were. 1, 2, 3. Were. Wow. On y va maintenant tous ensemble. On va commencer par vous. Par vous. Par vous. Et ensuite tous ensemble. Alive. OK? On y va? Vous êtes prêts? Donc le mot c'est... On y va? 1, 2, 3. Ouais. Alors, c'est sûr, on va recommencer, ça, c'est trop bon, on va recommencer. Alors, effectivement, il y a toute une histoire derrière ça, parce que Cities to be, Laurent Rossi m'a confié, à un moment donné, j'ai pensé à Patrick Hernandez, que j'ai très bien connu, m'a-t-il dit.
Bah, c'est vrai, Patrick habite à Savenière, c'est juste à côté, hein, c'est en sud d'Angers, hein, très bon vin. Vous connaissez le vin de Savenière, waouh. Voilà. Donc, j'ai très bien connu. Et Born to be Alive, je dis, waouh, et si on faisait Cities to be? Allez, donc, il y a un Patrick Hernandez qui sommeille au fond de chacun d'entre vous. On y va. 1, 2, 3. Waouh! Vous êtes prêts? Musique. Prêt. Moi! Et ça redémarre! Attention, prêt! Vous êtes prêts? Encore plus fort là! Lâchez-vous, lâchez tout ce que vous avez! Attention! Waouh! Allez, encore une dernière fois pour la route! Allez! Une dernière fois pour la route! Attention! Ça va être à vous. Bravo, et bien effectivement, je sens toute la vie qu'il y a ici. Alors, bon appétit à tous, nous avons ouvert notre appétit. Rendez-vous au buffet. Et l'après-midi continue, rendez-vous à 15h45 pour la dernière plénière.